pas. Vraiment désolé. Donc, je reprends et j'espère que vous m'entendez mieux. Donc, j'ai le plaisir de co-animer cette formation avec Anne Crispin, qui est notre juriste spécialisé assurance de personnes, qui a eu déjà l'occasion d'intervenir auprès de certains d'entre vous, de répondre à vos différentes questions. Et moi, j'ai en charge le développement commercial pour la Mutuelle Mieux-être sur le réseau de courtage de proximité. Vous êtes un peu plus d'une trentaine déjà inscrits, vous étiez 50, donc on a un peu le temps de voir les uns et les autres arriver sur ce sujet. Mon intervention avec Anaël aura une durée d'une demi-heure environ. Vous aurez la possibilité naturellement de télécharger l'ensemble des documents qui seront présents et d'autres documents sur le 100% santé qui ne seront pas présents. Vous aurez également la possibilité de retrouver également l'ensemble des réseaux de du réseau commercial qui vous rappellera après cette formation pour répondre à vos différentes questions en termes d'approche. L'objectif étant de refaire un petit point rapide sur le 100% santé, de regarder au travers de la TDA, la RGPD, le formalisme de sa mise en œuvre, et puis naturellement, concrètement, tout l'accompagnement au travers de l'acte fondateur pour éviter la possibilité d'être mis en cause sur une obligation qui vous a été formulée. Ah, problème de souris, c'est l'intendant. Sur ce 100% santé, je ne reviendrai pas. Le 100% avait pour mesure, le 100% santé était une volonté donc gouvernementale de notre président, M. Macron, de faire en sorte que un certain nombre de prestations soient prises en charge et mieux remboursées. Pour cela, il voulait éviter du renoncement aux soins, notamment sur des postes très lourds, dentaires, optiques et audioprothèses, mais aussi avait la volonté de mettre en avant une meilleure transparence pour l'ensemble des assurés et des patients sur l'utilisation, sur le remboursement de ces frais de santé. Globalement, chacun d'entre nous devons être en capacité de choisir son restant à charge, soit du zéro, soit du partiel, soit beaucoup de restants à charge en fonction de son besoin. Alors, donc sur comment va se mettre en œuvre cette réforme. Frédéric vous le disait, le but c'est qu'il y ait un meilleur accès aux soins optiques, dentaires et audioprothèses. Donc pour ce faire, on va avoir un effort combiné de la sécurité sociale et des professionnels de santé. Donc, par professionnels de santé, j'entends opticiens, audioprothésistes et dentaires. Donc d'une part, la sécurité sociale va faire un effort puisqu'elle va augmenter ses bases de remboursement sur les équipements optiques, audiologie et dentaires. Et puis, d'autre part, les professionnels de santé vont également faire un effort puisqu'ils vont être contraints de limiter leur prix de vente. Donc, on va parler de prix limite de vente en optique et en audiologie. En dentaire, on va parler d'honoraires limite de facturation puisque les dentistes facturent des honoraires, mais c'est exactement le même principe. Et donc, pour que cette réforme puisse se matérialiser, les professionnels de santé vont devoir présenter des devis comportant une offre du panier 100% santé, donc sans reste à charge, et puis une offre du panier libre pour que les personnes, les patients puissent comparer et qu'ils soient au courant qu'ils ont accès à ces paniers. Également, je vous précise que avec cette réforme, les professionnels de santé ont des nouvelles obligations en termes de prestations de suivi et d'entretien des équipements. Alors, si on rentre dans le détail du contrat responsable, puisque cette réforme, c'est également une réforme du contrat responsable, donc il prévoit deux choses. Déjà, sur les équipements des paniers 100% santé, au titre du contrat responsable, on va devoir prendre en charge donc les frais exposés pour ces équipements dans leur intégralité. Le contrat responsable prévoit que ces frais sont pris en charge donc en sus des tarifs de responsabilité, donc en clair, dépassement d'honoraires compris, donc au-delà du ticket modérateur. Et puis, évidemment, par contre, on va être limité au prix limite de vente. Donc ça, ce sont les règles contrat responsable sur les équipements 100% santé. Donc, en fait, ce qu'on appelle le panier 1 en optique, le panier classe 1 en audio et le panier sans reste à charge en dentaire. Concrètement, comment ça va se traduire, Anaël, concernant déjà dans un premier temps la partie optique? Alors, donc, sur la partie optique, donc maintenant on va rentrer dans les paniers libres. On
vient de voir les paniers à 100% santé. Donc, sur le panier libre en optique. Donc déjà, je vous rappelle que l'organisme complémentaire n'est pas obligé de prendre en charge les dépassements d'honoraires sur les paniers à prix libre. Maintenant, s'il le fait, donc si on va au-delà du ticket modérateur, on va devoir tout de même respecter des planchers et des plafonds de prise en charge. Donc, je vous précise que les planchers restent inchangés par rapport à l'ancienne version du contrat responsable. Pour ce qui est des plafonds, ils ont été abaissés de 50 €. Et puis, la deuxième limite au titre du contrat responsable sur les équipements à prix libre, donc ce qu'on appelle le panier B en optique, ça va être une limite de 100 € de prise en charge pour la monture. Voilà. Enfin, je vous précise que le délai de renouvellement sur les équipements optiques, c'est 2 ans pour les personnes de plus de 16 ans, donc les adultes. Les adultes, dorénavant, sont les personnes de plus de 16 ans et pas de plus de 18 ans comme c'était le cas avant. Toutefois, juste pour rappel, les opticiens auront l'obligation de présenter le zéro restant à charge à l'ensemble des patients qui leur rendront visite et devront effectivement les faire signer. Je suis certain qu'ils ne les conseilleront pas forcément sur le zéro restant à charge, mais par contre, ils ont l'obligation de présenter le zéro restant à charge. Concernant l'audio, moi qui ai une mauvaise oreille, je suis désolé, je vais monter un peu le son parce que j'ai plein de messages qui me disent qu'il faudrait que je parle un peu plus fort et je vais effectivement remonter un peu plus fort. Alors Anna, concernant la partie audio. Alors concernant la partie audio à prix libre, donc la classe 2, c'est un petit peu le même principe qu'en optique, c'est-à-dire que les complémentaires ne sont pas obligés de prendre au-delà du ticket modérateur. Maintenant, s'il est décidé de le faire, il y a un plafond de prise en charge sur les équipements audio. Donc, ce plafond de prise en charge, il est fixé à 1 700 € par oreille. Voilà. Et puis, cette fois, le délai de renouvellement au titre du contrat responsable, c'est 4 ans. Donc, on ne peut pas prendre plus qu'un équipement tous les 4 ans. Sachant cette évolution de prise en charge sur la base sécurité sociale et complémentaire maladie, sur les risques librement, ne pourra va évoluer sur les 3 prochaines années. Une partie dès à présent à partir de 2020 et l'autre à partir de 2022. Alors, à partir de 2021. Oui, en 2 étapes. Et si on passe au dentaire maintenant, alors sur le dentaire, là, il y a une liberté des complémentaires pour définir leur prise en charge. Donc, voilà, on n'a pas de plafond comme on a pu en rencontrer en optique. Et en audiologie. Et puis, je vous précise également que pour ce qui est de la répartition des actes et des prothèses selon les paniers, en fait, elles se fait selon le positionnement de la dent et le matériau utilisé, puisque le but de cette réforme, c'est vraiment d'être centré sur le soin et pas sur l'esthétique. Donc évidemment, on aura des meilleures prises en charge sur les dents visibles que sur les dents non visibles. En visibilité, puisqu'on parle de dents visibles, le contrat et un certain nombre de partenaires se sont engagés auprès du gouvernement à donner accès à l'ensemble des patients à davantage de visibilité, de compréhension de leur grille. Et Annelle, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, donc, depuis le 14 février dernier, donc, l'ensemble des représentants des organismes complémentaires, donc assureurs, institutions de prévoyance habituelle, ont signé l'engagement à lisibilité des garanties. Alors, sur le contenu de cet engagement, on a 2 choses. La première, c'est l'harmonisation des intitulés des postes de remboursement. Donc, cette harmonisation des intitulés, déjà, elle se fait
sur les tableaux de garantie, mais de manière générale sur tous les documents qui sont à destination des prospects et des adhérents. Donc, je pense à la fiche IPID, éventuellement à la proposition commerciale, à la notice d'information, au CG. Donc, voilà, tous les postes de remboursement vont devoir être intitulés d'une certaine façon. Donc, vous voyez apparaître à l'écran la nomination de ces 5 grands postes. Et je vous précise qu'on peut ajouter librement 5 autres grands postes. Par exemple, médecine douce, prévention. Et puis également, on a des sous-rubriques aussi qui sont prévues. Voilà. Mais la lisibilité des garanties, c'est aussi l'obligation pour les complémentaires de mettre à disposition des adhérents. Donc le plus simple, ça va être en ligne sur le site internet, des exemples de remboursement. Donc en fait, au titre de l'engagement lisibilité, on a 17 exemples qui ont été définis, 17 postes. Et pour chacun de ces 17 postes, on va devoir mettre un tableau avec le tarif afférent. Donc le tarif, ça va être soit le tarif de convention quand on est en dentaire ou en médecine, soit le prix limite de vente, donc quand on est sur les postes du 100% santé, ou alors un tarif moyen national. Et donc pour chacun de ces actes, on doit donc donner le tarif, et puis ensuite le remboursement sécurité sociale, le remboursement mutuel, et puis ce qui va intéresser les adhérents, évidemment, le reste à charge en euros. Le but, c'est vraiment que les personnes puissent comparer les différentes offres et se rendre compte du reste à charge en euros selon l'organisme assureur. Alors, naturellement, entre en vigueur la lisibilité des grilles, tu disais Anaël, à partir de l'été 2019. Sur les exemples de remboursement, c'est à partir de l'été 2019. En fait, pour les gammes qui sont ouvertes à la vente, on a déjà l'obligation de mettre en ligne les exemples de remboursement, mais c'est un petit peu allégé. On a seulement 11 exemples à mettre en ligne, puisque évidemment les postes du 100% santé ne sont pas encore entrés en vigueur. Et puis ensuite, quand les postes du 100% seront entrés en vigueur, donc en 2020, on devra de nouveau mettre en ligne les exemples sur cette fois les 17 exemples, incluant les postes du 100%. Pour ce qui est de l'harmonisation des intitulés dans la présentation des grilles et des documents commerciaux, c'est en même temps que le 100% santé, donc c'est pour janvier 2020. Alors, juste une dernière information. Le contrat doit répondre à certains critères de base de remboursement sur les zéro restant à charge. Ensuite, il doit respecter un caractère responsable dans ses limites de prestation de remboursement, sécurité sociale et assurance. Si un praticien décide d'utiliser des honoraires libres, de pratiquer un tarif en dehors du tarif conventionnel, il a tout à fait le droit de pouvoir le positionner. Il doit formaliser malgré tout qu'il a bien présenté du zéro restant à charge, puisque je vous rappelle quand même que la logique de cette réglementation et de cette loi, c'est de permettre en conscience à un patient de pouvoir choisir le restant à charge qui lui reste. Dans l'optique, il y a l'obligation de présenter le panier de soins à zéro. Sur le dentaire, on doit présenter 2 alternatives et pas uniquement le panier à zéro qui est proposé effectivement en termes d'approche. Ça, c'est pour effectivement en termes de discussion qui va être proposé. Maintenant, il est vrai que l'État va communiquer très fortement sur ces principes-là et va inciter l'ensemble des consommateurs à faire valoir le zéro restant à charge. Cette mesure doit se mettre en place également concernant un certain nombre de décisions et d'incidences de la DDA. Je vous le disais en amont, ce sont des risques induits. La DDA qui a démarré en octobre de l'année dernière avait pour objectif de respecter 4 grands thèmes. Le premier, c'était la survenance et la gouvernance aux produits au travers d'un document qui s'appelle la fiche POG et qui concerne plus généralement les assureurs et les porteurs de risques sur l'évolution et le pourquoi et la nature de cette prestation et ses garanties. Concernant également la transparence de la rémunération et du conflit d'intérêts. L'objectif de cette ordonnance est de pouvoir informer le client sur la nature de votre rémunération. Vous n'avez seulement besoin d'écrire sur un document, et souvent ce que nous vous conseillons, c'est plutôt sur la fiche recueil de besoins qui est contresignée avec votre client, que votre rémunération, elle est soit à travers de commissions récurrentes, celle de commissionnement, ou éventuellement d'honoraires qui est pratiquée, de manière à pouvoir effectivement répondre. Vous n'avez pas d'autre obligation à présenter à vos clients, en dehors du fait que le client peut être amené à vous demander davantage d'informations, et c'est à lui de vous le demander.
Naturellement, vous devez également informer le client dès lors que vous êtes en niveau de rémunération variable en fonction d'un fournisseur produit plus particulièrement, mais ça, on vous y accompagne au quotidien sur cette information. Elle doit être présente et elle n'a pas besoin d'être énoncée spécifiquement. Ensuite, la compétence et l'honorabilité, c'est votre capacité à exercer votre métier, mais ça, c'est ce que vous avez, d'être naturellement assuré, et d'avoir en plus de ça la capacité à présenter en amont, mais ça vous le faisiez déjà, les différents partenaires, les domaines sur lesquels vous avez votre compétence en termes de campagne et d'approche. La petite différence avec DDA sur les compétences, c'est que dorénavant, vous avez une obligation de formation annuelle de 15 heures. C'est vrai. Et là-dessus, on vous accompagne également en cas d'organisation, puisqu'on met en place des formations thématiques dans les cabinets pour vous accompagner sur des sujets divers et variés. Et on peut faire une attestation justifiant de la participation de tel ou tel collaborateur sur tel sujet. Il faut juste qu'on annexe le sujet de l'intervention et la durée de cette formation. Là où je vais plutôt m'attarder, c'est sur le devoir d'information et de conseil. Pourquoi? Quoi qu'il en soit, vous allez devoir effectivement à un moment donné intervenir auprès de votre client pour lui apporter un certain nombre d'informations suite à cette réglementation qui prendra effet au 1er janvier 2020. Au travers du recueil de besoins, que vous pouvez alors soit utiliser les recueils de besoins qui sont communiqués par l'ensemble des assureurs, fournisseurs de produits, soit utiliser votre propre recueil de besoins qui vous permet d'avoir une forme de transparence et qui peut être annexé à l'ensemble des supports, mais vous devrez effectivement l'avoir. Ces recueils de besoins doivent respecter trois principaux items. La situation actuelle de votre client, ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez confié, votre situation, votre compte de résultat, mes motivations à vouloir éventuellement changer. De formaliser le besoin exprimé par le client en termes de nature, de risque à garantir, de volonté de garantir, de risque à modifier le cas échéant et d'obligation à respecter en fonction de sa convention collective. Et naturellement, de préciser les volontés exprimées par votre client, optimiser votre budget, éviter des doubles garanties, éviter les problématiques de gestion et monter en qualité le cas échéant, et parce que le client est éventuellement déçu de la manière dont son contrat est suivi par le prestataire ou celui qui l'accompagne aujourd'hui. Et vous, comme moi, vous connaissez un certain nombre de clients qui n'ont jamais vu leur conseil depuis 4 ans ou 5 ans, de beaucoup d'IP qui ne peuvent plus être présents, qui ne sont plus présents sur le terrain pour accompagner leurs clients, notamment sur des petites PME, PMI ou ETI. Là-dessus, au titre de la DDA, sur le devoir, il y a 3 niveaux exigés par la DDA sur lesquels on peut effectivement être navigué. Le niveau 1 est plutôt un niveau de compétence et d'approche qui correspond plus à l'agent général qui présente le produit de sa compagnie mandante. Si demain, cet agent général était amené à faire du courtage dit accessoire, il passera au niveau 2, comme la plupart des courtiers aujourd'hui, même s'ils sont professionnels, où ils ont l'obligation d'avoir un conseil renforcé, reposant sur la proposition d'un contrat correspondant au mieux que d'autres contrats à la situation du client. En comparaison, il est proposé entre 2 et 3 propositions qui ont pu être faites. Mais vous pouvez très bien intervenir en niveau 2 à faire une présentation que d'une seule offre à condition de le justifier au travers du recueil de besoins et de pouvoir justifier pourquoi vous avez retenu telle ou telle proposition. Le niveau 3, recommandation impartiale, c'est quelque chose de plus important sur vraiment un gros appel d'offres de type marché public, etc., qui nécessitera de consulter un marché avec au minimum 5 propositions sur un cahier des charges. C'est souvent ce qu'on peut être amené à voir dans le cas de gros appels d'offres pour des entreprises à taille significative en termes d'accompagnement et de formaliser au travers de son assurance. Concernant les éléments demandés par la CPR, je vais demander à Naël effectivement de rappeler ce que la CPR va venir vérifier lorsque vous aurez contractualisé votre offre et votre présentation auprès de votre client en cas de contrôle pour vérifier que vous avez bien mis en place le devoir de conseil auprès de vos entreprises. Alors, donc, plusieurs documents vont être demandés par la CPR en cas de contrôle. Donc déjà, le recueil des besoins dont Frédéric vient de vous parler, ainsi que le devoir de conseil. Donc souvent, c'est formalisé dans la même fiche. Ce document devra être signé, complété et signé par le prospect ou l'adhérent. Un document formalisant que vous avez bien informé le client sur votre mode de rémunération et éventuellement, le cas échéant, s'il existe une source de conflit d'intérêt. Et puis, il va falloir aussi prouver la remise de la fiche EPID. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on vous propose,
c'est de faire signer une attestation de remise des documents précontractuels et contractuels au client afin d'être en capacité de prouver qu'on a bien remis toute cette liste de documents. Ensuite, sur la durée de conservation des documents, parce que là, on va toucher un sujet RGPD. Évidemment, les documents contiennent des informations de nature personnelle. Alors, déjà, les documents sont conservés évidemment pendant la durée de validité de la proposition commerciale. Évidemment, pendant la durée d'exécution du contrat, si la vente est conclue. Maintenant, si la vente n'est pas conclue, la règle en la matière sur le plan RGPD, ça va être de conserver ces documents pendant un délai raisonnable. Donc, ce délai, il est déterminé arbitrairement en interne. La règle, ça va vraiment être de justifier, en tout cas d'être en mesure de justifier en cas de contrôle, en quoi ce délai est raisonnable et en quoi la conservation des documents est conforme à la finalité, à la raison pour laquelle on les conserve. Donc, il va vraiment falloir justifier ce délai, quel qu'il soit. La règle de réduction à la souscription à distance, c'est un élément qu'on a souhaité mettre à disposition, sur lequel on ne va pas forcément rentrer dans le cadre de ce webinaire en interrogation, puisque le temps passe vite, et on voudrait apporter l'acte fondateur, et notamment les DUE, et vous retrouverez toute cette information qui révolutionne quand même notre activité lorsqu'on fait de la vente à distance. Voilà, je vous laisse effectivement, vous aurez l'occasion dans le support de pouvoir le redécouvrir. Anaël vous a mis à disposition un certain nombre de réglementations et les règles qui régissent la souscription à distance. Vous y retrouverez également quelques supports qui sont le stockage et l'imitation d'informations du fait de la vente à distance, au moins dans sa traçabilité. Vous retrouverez le but de l'ordonnance dématérialisée des services, donc vous retrouverez l'ensemble de ces éléments-là. Et vous retrouverez effectivement toute la partie du stockage, puisque cette mesure est rentrée en vigueur malgré tout depuis le 1er avril 2018. Gardez à l'esprit que le délai de rétractation est de 14 jours sur la vente à distance. En vie, 30 jours en vie. Voilà, et que vous devez garder effectivement la trace de la communication des éléments que vous avez pu formaliser avec le client et qui ne vous exonère pas de la fiche de conseil, de l'accompagnement et de ce qui a été précisé en amont. La mise à disposition des documents contractuels sur un support durable, là par contre on va l'aborder quand même un peu avec Anaël, parce qu'il est important, parce qu'on a vu la DDA, mais on a aussi la RGPD qui vient révolutionner notre activité commerciale, notre système de prospection, puisqu'on ne peut plus utiliser n'importe quel contact, n'importe quel moment. On peut avoir un client qui revient vers nous en disant de quel droit vous utilisez mon adresse mail pour me démarcher mon numéro de téléphone. Voilà, donc en termes d'approche, je vais laisser Anaël intervenir quand même malgré tout sur cette notion de support durable. Quand on est dans le cadre d'une souscription à distance, donc on va communiquer les documents sous format dématérialisé. Donc dans ce cas, l'ordonnance sur la dématérialisation des relations financières prévoit que les documents doivent être communiqués à tout prix sur un support durable. Donc, je ne reviens pas sur la définition qui apparaît sur les slides. Ce qu'il faut retenir sur le support durable, c'est que pour être support durable, il faut que le document réponde à un critère d'inaltérabilité. Donc, c'est-à-dire que le contenu ne doit pas pouvoir être modifié. Donc, pour cela, on préconise évidemment le format PDF. Et puis également, le document doit être en accessibilité permanente. Et donc, en résumé, concrètement, ce qui va être la clé du support durable, ça va être le compte personnel client. C'est là qu'on va communiquer tous les documents contractuels et précontractuels quand on est en format dématérialisé. Support qu'on a à disposition, nous, pour nos adhérents, pour vos clients, au travers de leur espace assuré. Ils retrouvent un certain nombre de supports d'information qui permettent de les accompagner sur les éléments qui régissent leur contrat. Donc, toujours dans le cadre de cette réglementation, on a quand même des contraintes. Donc, on doit faire des vérifications préalables, vérifier que ce mode de communication par support durable et par voie dématérialisée est adapté aux clients, parce que évidemment,
tout le monde n'a pas forcément accès à un ordinateur ou à Internet. Et puis, vérifier aussi au préalable que l'adresse mail fonctionne, parce que le principe, ça va être d'informer la personne par mail que tel ou tel document va être mis sur le support durable, donc sur le compte personnel client. Également, cette réglementation impose une information au préalable, expliquer au client que dorénavant, on va poursuivre la relation commerciale par support numérique et informer aussi la personne qu'elle a un droit d'opposition. La personne n'est pas obligée d'accepter de recourir à ce mode de communication. Vous retrouvez sur ce document rapidement la notion de stockage de Saint-Jean, de stockage au niveau des 5 ans préconisé, entre ce qui touche à la RGPD et l'obligation de la DDA, mais je ne reviens pas, vous aurez l'occasion de le retrouver sur ce slide. Point de vigilance sur lequel on a encore 5-10 minutes devant nous pour aborder ce sujet, c'est l'acte fondateur. Celui qui met en jeu, pour la plupart d'entre vous, le devoir de conseil, l'approche du client au travers d'un redressement URSSAF ou d'un contrôle URSSAF. Je vous le disais en amont, beaucoup d'URSSAF aujourd'hui sont en train de contrôler non pas la bonne régularité du contrat, mais son formalisme. Aujourd'hui, au travers de toutes les modifications qu'on a été amené à mettre en place depuis 2000, les années 2000, 2012, 2014, 2016, aujourd'hui, la plupart des actes fondateurs ne sont pas respectés. Au travers du 100% santé, vous avez 3 opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Le premier, accompagner lors de la mise en conformité juste le contrat, et c'est l'objectif qui a été fait par la Mutuelle Mieux-être, c'est-à-dire que tous nos contrats pour le janvier 2020 seront conformes à la réglementation et présentés au moins 3 mois à l'avance à l'ensemble de nos courtiers, c'est-à-dire dès leur rentrée de septembre, pour permettre de respecter le devoir d'information de 3 mois minimum auprès de son client. Malgré tout, il faudra quand même vérifier avec son client que l'acte fondateur en place tient bien compte au moins d'un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire du respect de l'évolution de la réglementation et qu'il soit formalisé, mais je reviendrai tout à l'heure avec Anaël sur le sujet. Le deuxième point, c'est de profiter de cette opportunité avec le client qui déciderait de remettre en cause son contrat, de revoir la nature de ses garanties et de ses prestations. Vous rentrez dans ce que vous connaissez traditionnellement, l'appel d'offres, les obligations de la DDA, le recueil du besoin, le montage du cahier des charges, la présentation des outils, l'appel d'offres et la remise et la contractualisation du contrat avec votre client. Et n'oubliez pas de remettre à jour la décision unilatérale, soit par un acte et une attestation, un avenant, et que l'ensemble des éléments, mais je reviendrai, de communication auprès des salariés soient respectés. Et puis la troisième, celle qui me semble le plus important aujourd'hui, pour vous tous, courtiers, c'est de profiter de cette opportunité au travers de votre expertise, de votre confort, de votre conseil, de votre reconnaissance sur le marché pour vous en servir comme levier au travers de la prospection pour la mise en œuvre du 100% santé. À ce titre-là, la Mutuelle Mieux-être a déjà mis une offre 100% responsable au tarif 2020 à votre disposition, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce qu'on veut attirer avec Anaël votre attention, c'est le fait que, de toute façon, tous les contrats devront être conformes à partir du 1er janvier sur le 100% santé. Vient s'entrechoquer plusieurs choses à votre niveau. C'est, première chose, vérifier que le contrat est bien conforme aux notions de non responsable pour éviter qu'il soit remis en cause et retaxé. Le deuxième, c'est profiter du fait de la fusion Agir-Carco, peut-être pour revoir les définitions des différents collèges. Aujourd'hui, certes, il y a une mesure transitoire qui a été accordée pour l'ensemble des entreprises, et ce jusqu'à la fin de 2021, en termes d'approche, et Anaël va le souligner. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de revérifier la définition de votre collège. Si vous décidez de mettre un régime cadre, puisqu'il ne faut plus faire apparaître Agir que désormais, vous pourrez mettre que le contrat s'applique au cadre, mais vous devrez mettre dans votre décision latérale la définition de ce qui est entendu par l'entreprise par cadre. C'est-à-dire l'ensemble des salariés relevant de l'article 4, l'ensemble des salariés relevant de l'article 4 ou 4 bis, l'ensemble des salariés relevant de l'article 4, 4 bis ou 36, anciennement de l'AGIR, pour pouvoir déterminer la définition exacte du collège qui va être déterminé. D'intégrer dans votre décision unilatérale, mais vous trouverez en téléchargement des modèles de décision unilatérale qui vous sont proposés, également cette phrase qui dit que les garanties suivent et évoluent la réglementation afférente du contrat responsable pour vous éviter par la suite de remodifier vos présentations.
C'est vrai qu'il y a une petite précision de la part de la direction de la sécurité sociale qui dit que même si les actes fondateurs doivent être mis en conformité, parfois, quand l'acte fondateur ne rentre pas dans le détail des garanties, mais se contente de dire que les garanties sont responsables et suivront l'évolution de la réglementation afférente, et bien dans ce cas-là, c'est bon. L'acte ne pourra pas être remis en cause. L'alerte, vraiment, c'est s'il y a en annexe de cet acte des grilles de garantie. Là, les grilles de garantie et les annexes font partie intégrante de l'acte. Dans ce cas-là, il faudra les changer et mettre des grilles responsables nouvelle version. Concernant le formalisme de l'employeur, dès lors que l'employeur, et ça, on a maintenant des jurisprudences qui sont en place, l'employeur doit pouvoir justifier qu'il a bien communiqué l'ensemble des grilles modifiées à l'ensemble de ses salariés suffisamment tôt et le tracer par une liste d'émargement pour pouvoir justifier qu'elles ont été remises au travers du bulletin de salaire envoyé par email avec une lecture directe et le tableau d'affichage ne suffit pas. De deux, l'employeur doit faire très attention de sa présentation auprès des représentants du personnel dans le cadre de son approche au niveau de l'acte fondateur. Il est important de mettre un acte fondateur qui précise qu'à compter du 1er janvier, le contrat a été mis en conformité sur le 100% santé et qui respecte les grilles données, que les grilles seront à la disposition des salariés et remis au niveau du bulletin de salaire, par exemple, ou remis lors d'une réunion par les responsables et faire émerger chacun d'entre eux pour vérifier effectivement cette approche. On a des législations, des jurisprudences aujourd'hui qui ont remis en cause la totalité du contrat en lui-même parce que l'employeur avait changé juste la répartition et la structure de cotisation et qu'un salarié n'avait, semble-t-il, pas été informé et n'avait pas utilisé son droit de dispense. Pareil, l'organisation complémentaire, dans le cadre des mises en conformité, va bien mettre en place, ce qui est la plupart du cas des assureurs sur le marché ou des mutuelles, va mettre en place les pièces contractuelles et vous les communiquer. Il faudra naturellement faire le point avec eux sur l'ensemble de ce formalisme pour pouvoir vérifier la légitimité du contrat et rester au minimum 2 mois avant la mise en place en entrée du contrat. Ce qui est important, c'est également de bien vérifier avec, je dirais, avec l'entreprise, le fait de bien vérifier que l'état du personnel est bien à jour, la liste d'émargement est bien conforme à la liste du personnel au moment où l'avenant a été rédigé, les attestations des demandes de dispense sont bien formalisées et que la procédure de suivi annuel de ces dispenses est bien mise en place dans l'entreprise. On a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui recherchent en responsabilité nos partenaires courtiers suite à des redressements parce qu'ils n'avaient pas mis en place suffisamment correctement la demande annuelle de récupération des attestations du fait des dispenses. C'est quelque chose qui coûte. On rappelle la règle, par principe, tous les salariés mangent en restaurant d'entreprise. S'il ne veut pas y manger, il doit faire effectivement une demande de dérogation de manière à le justifier. Que tous les ans, il doit justifier qu'il ne souhaite plus participer au banquet au sein du restaurant. Excusez-moi cette image, mais c'est juste pour illustrer, c'est bien la logique des choses à aujourd'hui en termes d'approche. Je vais laisser quand même malgré tout Adèle intervenir sur les documents à remplir avec son client lors de la mise en place du 100% santé, mais également tous les documents à remettre à son client et aux salariés de l'entreprise. Alors, de toute façon, ces documents, on a déjà eu l'occasion d'en parler tout au long de la présentation, mais c'était histoire de faire une sorte de listing pour être sûr de rien oublier. Donc, évidemment, le recueil des besoins, devoirs de conseil rempli et signé par le client, la proposition commerciale également signée, et puis l'attestation de remise des documents précontractuels et contractuels, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc en cas de contrôle ACPR pour justifier qu'on a bien remis la fiche IPID, les règlements ou les contrats, etc. Et donc, pour ce qui est des documents à remettre au client, on a donc la fiche IPID, les conditions générales ou le règlement, la notice d'information évidemment pour qu'il puisse ensuite les remettre à chacun des salariés concernés, les annexes, donc les services associés, les BA et BIA, puisque les BA donc, ils vont être signés par le client et puis les BIA signés par chacun des salariés, et enfin les éléments qui permettent de modifier l'acte fondateur.
Nous arrivons au terme de cette information, cette petite matinale. Vous pouvez retrouver la captation de cette animation sur notre site Mutuelle Mieux-être, sur la chaîne YouTube de la Mutuelle Mieux-être, où vous retrouverez également d'autres webinaires qui ont été organisés sur le 100% santé, mais également la mise en œuvre de la DDA au travers d'un régime santé, excusez-moi, régime de prévoyance travailleurs indépendants TNS. L'ensemble de mes collaborateurs sont naturellement à votre disposition pour répondre vos inspecteurs à l'ensemble des questions qui pourraient être formalisées. Je sais qu'il est frustrant de ne pas pouvoir aborder et d'avoir des réponses en direct sur l'ensemble de ces sujets, mais le format que nous avons souhaité, c'est donner la possibilité d'avoir une information globale. Nous allons répondre à l'ensemble des questions qui ont été présentées, sur lesquelles notre Olivia Gonçalves a eu l'occasion, puisqu'on voit modérateur, mais c'est une jeune femme qui est derrière. D'ailleurs, je tourne juste pour que vous puissiez effectivement la voir. Olivia, voilà. Et Olivia va effectivement collecter l'ensemble de vos demandes de manière à ce qu'on puisse effectivement répondre, et on le communiquera à l'ensemble des adhérents.